Bonjour à tous. J'aimerais vous souhaiter d'abord la bienvenue à notre activité webinaire sur la diversité ethnoculturelle en organisation, attirer pour mieux retenir, qui est proposée par la Fédération des chambres de commerce du Québec dans le cadre de son projet Pratique RH et organisé en collaboration avec le programme Un emploi seul québécois. Mon nom est Marika Allépéré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis gestionnaire de projet à la Fédération. Je salue d'ailleurs tous les membres de la Fédération ainsi que toutes les chambres de commerce et bien sûr leurs membres qui sont présents aujourd'hui. J'aimerais, avant qu'on débute, vous informer que la présentation va être enregistrée et donc qu'elle va être disponible dans les prochains jours pour revisionnement sur notre plateforme Pratique RH et ce, sous l'onglet Boîte à outils Gestion de la diversité. Il y aura un lien justement qui vous sera partagé lorsque disponible par courriel. Aussi, j'aimerais ajouter qu'on vous invite tout au long de la présentation à nous adresser vos questions, vos commentaires dans la section Q&A qui est disponible dans le bas de votre écran Zoom. Donc, vous pouvez les adresser tout au long de la présentation, puis on y répondra en fait à la fin de l'activité pendant la période de questions. Donc, je vais donc débuter en vous présentant aujourd'hui notre invité qui est M. Sébastien Arcan. Monsieur Arcan est sociologue, professeur titulaire et directeur du département management et directeur associé du pôle sport du HEC Montréal. Il s'intéresse à la gestion de la diversité ethnoculturelle au sein des institutions et organisations ainsi qu'aux difficultés d'insertion socio-professionnelle de personnes issues de l'immigration. Il mène également des recherches sur les dimensions identitaires de l'entrepreneuriat, en plus d'être responsable de différents groupes de travail et de siéger sur divers comités. Il intervient fréquemment auprès des gestionnaires pour les conseiller sur les pratiques en gestion interculturelle au Québec, en Europe et en Amérique latine, et a collaboré à divers rapports avec différents organismes, dont, exemple, l'OCDE, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Emploi Québec, Développement économique Canada et la Ville de Montréal. Il est administrateur qualifié pour le Intercultural Development Inventory, qui est un instrument de mesure d'ouverture à la diversité pour les organisations et les individus. Donc, sur cette belle introduction, je vous laisse maintenant la place et je vous souhaite un beau webinaire. Donc, M. Arcan, la parole est à vous. Merci beaucoup, Marika. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce midi. Alors, il me fera plaisir là, de partager avec vous des réflexions issues de mon expérience auprès d'organisations québécoises, de mes réflexions sur les questions interculturelles, les défis, les possibilités, etc. Je pense que c'est un thème on s'entendra là-dessus, tout à fait d'actualité. J'en profite pour remercier la Fédération des chambres de commerce du Québec pour cette belle opportunité qui m'est offerte, particulièrement Benoît Malric. Benoît et moi, nos chemins se croisent assez fréquemment. Je pense qu'on a des intérêts communs pour le bien à la fois des personnes issues de l'immigration, mais aussi des entreprises québécoises. Marika, évidemment, qui a organisé tout ça, puis qui a pris contact avec son collègue également, Mourad Hachid. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon PowerPoint, ma présentation PowerPoint, et puis comme vous le savez, vous pouvez poser des questions dans la section discussion, puis on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. J'ai gardé du temps pour tout ça, et je sais que je peux parler beaucoup. C'est un défaut professionnel probablement que plusieurs de mes collègues et moi, on partage, mais je vais essayer quand même d'être clair et concis. Alors, si vous me donnez 30 secondes, je vais vous partager mon écran. Vous devriez être en mesure dans pas longtemps, voilà, de voir mon PowerPoint. Alors, si jamais quelque chose, merci de me le faire savoir par micro, oralement. Alors donc, vous avez eu le titre déjà, la diversité ethnoculturelle en organisation, attirer pour mieux retenir. Alors, effectivement, je vais mettre un peu plus l'accent peut-être sur l'attraction, mais comme on dit communément, tout est dans tout. Donc, l'attraction, l'intégration, la rétention, ça me semble quand même faire partie d'une approche globale tout à fait pertinente à valoriser, à favoriser. Alors, rapidement, pour le plan de ma présentation, bon, évidemment, des éléments d'introduction. Moi, je pense, et évidemment, je ne suis pas le seul, j'imagine, à penser ça, mais qu'avant de s'engager dans la voie
de ce que j'appelle le virage interculturel, de favoriser la diversité, dans ce cas-ci, la diversité ethnoculturelle. Là, on aurait pu parler de d'autres types de diversité, mais disons que pour les besoins de la cause, on va se limiter, entre guillemets, à la diversité ethnoculturelle. Donc, avant de prendre ce virage interculturel, il est très important, à mon avis, de bien connaître qui nous sommes comme organisation et qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire avec la diversité, pour le dire un peu de cette façon-là. Et on verra un petit peu tout à l'heure les logiques qui sont à l'œuvre quand on parle de ça. Donc, l'importance de la culture organisationnelle, qui sommes-nous, et des changements, des possibilités aussi que cette culture organisationnelle nous donne pour prendre ce virage. Quelques outils, je vais vous parler assez rapidement, évidemment, pour le temps qu'on a. Là, ça ne sera pas une formation en bonne et due forme, c'est plus un webinaire, c'est le cas de le dire. Et puis, je vais partager avec vous certains résultats d'une recherche que j'ai menée avec des collègues dans 5 régions hors Montréal du Québec. On a rencontré une centaine d'employeurs et aussi des organismes qui s'intéressent à la question de l'intégration, qui travaillent avec les personnes issues de l'immigration dans leur région, mais aussi évidemment en collaboration avec les entreprises et les chambres de commerce également. Donc, sans plus tarder, les objectifs généraux, quand on parle de la question de la diversité, c'est de tenir compte des contextes au sein desquels nous intervenons et nous agissons. Là, on verra tout à l'heure un petit peu plus en détail, évidemment. Développer des réflexes individuels et collectifs. Donc, c'est très important, à mon avis, à la fois de développer ces fameux réflexes en tant que leader, que gestionnaire, que dirigeant, dirigeante d'entreprise, mais aussi de pouvoir avoir cette approche plus collective, plus organisationnelle finalement, parce que combien de fois j'ai entendu dans mes travaux de recherche, dans mes rencontres avec des employeurs, des commentaires du style « on est convaincu, on est en situation de pénurie ». Je reviendrai un petit peu rapidement tout à l'heure sur la question de la pénurie. Là. Mais donc, on est en contexte de pénurie. Il faut attirer des gens, il faut avoir des travailleurs, des travailleuses qui sont aussi issus de la fameuse diversité, mais mes équipes de travail ne sont pas prêtes pour ça. Il y a des enjeux d'ordre, disons, interculturel à adresser, si vous me passez l'expression, un mauvais français, à adresser avant d'aller là. Alors, mais c'est justement cette idée de passer justement de ces réflexes individuels, donc je suis convaincu, à pouvoir amener le collectif, amener l'organisation à embrasser, pour le dire ainsi, ou enfin bref, encore une fois, à prendre ce virage interculturel pour favoriser, faciliter la gestion de la diversité. Tout ça pour dire, en fait, grosso modo, que ce qu'il faut faire aussi, c'est de passer des connaissances. Oui, je sais, je connais mon organisation, je connais nos besoins, je sais que nous sommes en situation de pénurie qui peut cette pénurie ou cette rareté peut-être plus fait en sorte que l'on ne peut pas atteindre nos objectifs de rentabilité, de profitabilité, on perd des contrats, etc., etc. Je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder longtemps là-dessus, vous connaissez beaucoup mieux que moi votre contexte, le contexte dans lequel vous opérez. Mais donc, ces connaissances-là, puis des connaissances de ah oui, j'ai eu une formation sur la diversité, il y a des cultures qui ne travaillent pas nécessairement de la même manière ou qui ont une approche un peu différente, approche plus collectiviste, plus individualiste, etc. Donc, tout ça, ce sont des bonnes connaissances à avoir. Le défi maintenant, le défi comme gestionnaire, comme employeur, c'est vraiment de prendre ces connaissances puis de les amener vers des compétences. Alors, j'ai pas, je le dis tout de suite, puis je suis désolé si je vais en décevoir certaines, j'ai pas de recette miracle parce que si j'en avais une, ça fait longtemps que je l'aurais partagée. Il n'y en a pas de recette miracle, en fait. C'est un ensemble d'éléments, de pratiques, de processus, d'actions à mettre en place qui font en sorte qu'on en arrive à, justement, générer ou apprendre, encore une fois, ce fameux virage que j'ai mentionné à plusieurs reprises. Peut-être avant d'aborder la question plus spécifiquement de la diversité ethnoculturelle, il faut voir aussi que la question de l'attraction de la main-d'œuvre, il y a des enjeux que j'appellerais des enjeux qui sont génériques. Et là, il y a une série de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a un plan de relève? Est-ce qu'on offre des horaires qui sont flexibles? Et ça, ce n'est pas juste pour la main-d'œuvre issue de l'immigration. On va l'appeler comme ça pour les besoins de la cause, là, la main-d'œuvre issue de l'immigration, mais aussi pour l'ensemble des employés. Est-ce qu'on a pensé à la vie en dehors du travail? C'est-à-dire, là, et ici, je m'adresse peut-être plus spécifiquement aux employeurs qui sont à l'extérieur de la grande région de Montréal. Parce qu'on sait très bien que des milieux plus petits, pour le dire un peu comme ça, parfois, ça peut être plus compliqué.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grandes possibilités très, très intéressantes, puis j'y reviendrai sur ça, mais ça veut juste dire qu'il y a des milieux où il y a moins de diversité, si on veut attirer des gens, etc. Donc, cette vie en dehors du travail, il faut aussi y penser avant même de faire venir ou d'attirer ces personnes-là, parce que c'est justement une force d'attraction. C'est justement une possibilité d'attirer des gens. Les employés, est-ce qu'ils peuvent se former, améliorer leurs compétences? Donc, on est ici dans une logique beaucoup plus peut-être de rétention, de progression en carrière. Les salaires, est-ce qu'ils sont compétitifs par rapport à un même secteur, etc. Et les occasions de promotion, on revient un petit peu à cette question-là d'améliorer les compétences, de progression en carrière. Est-ce que les occasions de promotion sont fréquentes? Et puis, l'environnement de travail, est-ce qu'il est accueillant? Et c'est là qu'on rentre aussi dans cette réflexion sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mécanisme pour bien accueillir la diversité dans notre organisation. Alors, la diversité, pourquoi? Et encore une fois, je rappelle la diversité ethnoculturelle. On en a parlé tout à l'heure, pallier à la rareté et à la pénurie de main-d'œuvre, ouvrir des marchés locaux et internationaux, évidemment, des gens qui parlent des langues qui ont différentes, qui ont la culture d'un pays avec lequel on veut faire affaire, etc. Pas besoin de m'étendre trop longtemps là-dessus, je crois. Il y a une logique aussi d'équité et de justice sociale, je pense que nous avons tous et toutes la responsabilité, à quelque part, de favoriser l'inclusion par le travail. Moi, je suis un fervent partisan, si on veut, là, de l'intégration professionnelle comme moyen de s'intégrer globalement à la société. Ce n'est pas l'unique, mais c'est quand même, je pense que tout le monde pourra être d'accord avec moi là-dessus. Je pense que quand on est intégré professionnellement, par le travail, c'est sûr que ça favorise énormément les autres éléments, les autres dimensions de l'intégration. Donc, il y a une question d'équité, de justice sociale, de responsabilité, encore une fois, répondre aux changements démographiques. On voit bien que la croissance de la population québécoise passe presque exclusivement, pour le dire comme ça, par l'immigration. Donc, ça fait partie de notre contexte actuel, notre contexte contemporain, et donc il faut en prendre acte aussi. Gérer donc cette main-d'œuvre-là, on verra tout à l'heure les avantages, mais aussi parfois les défis et les enjeux. Alors, je ne dirais pas les désavantages, je n'appellerais pas ça comme ça me semble trop péjoratif de le dire de cette façon-là, mais les avantages d'avoir une main-d'œuvre diversifiée, mais aussi certains enjeux. Je pense qu'il ne faut pas, en la matière, faire non plus l'autruche, si je peux utiliser cette expression. Donc, il y a trois logiques qui sont à l'œuvre, à mon avis, quand on parle de tout ça. Une logique économique, par rapport à la pénurie, la rareté de main-d'œuvre, ouvrir de nouveaux marchés, attirer une nouvelle clientèle, etc., etc. Une logique organisationnelle, une logique, encore une fois, pour gérer cette main-d'œuvre diversifiée. On abordera les questions d'innovation, de créativité que ça peut apporter, tout cet élément de diversification de la main-d'œuvre. Et puis, encore une fois, responsabilité sociale. Donc, on est dans ces trois logiques qui, me semblent, doivent être prises dans leur ensemble. Souvent, on va dire, là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça aussi, je l'ai entendu souvent. Là, je n'ai pas le choix de toute façon. À mon avis, c'est peut-être aborder la question par le mauvais angle, si je peux dire, dans la mesure où, oui, c'est vrai qu'on n'a pas le choix parce qu'en fait, on n'a pas le choix d'embaucher. C'est plus dans cette optique-là. Mais si on part comme ça avec un élément un petit peu plus d'obligation, presque, là, si on ne le fait pas, ça me semble peut-être pas assez positif d'une certaine façon comme chemin à emprunter. Donc, il faut vraiment y aller avec ces trois logiques-là, encore une fois, économique, organisationnelle et de responsabilité sociale. Il y a trois objectifs qui sont liés. J'en ai parlé un petit peu rapidement. Il y a une logique d'innovation et c'est là peut-être le travail d'équilibriste, en fait, que je l'appellerais comme ça, pour les gestionnaires, pour les employeurs, c'est qu'il faut tenir compte des différences culturelles quand on fait des embauches, par exemple, quand on fait passer des entrevues d'embauche, mais en même temps, on ne veut pas non plus uniquement mettre l'accent sur ça. Bien au contraire, parce que sinon, on va arriver à une certaine caricature, à des généralisations qui font en sorte que, par exemple, on peut se faire dire, comme ça m'est déjà arrivé, moi, j'ai déjà eu un employé d'origine X, et puis, à partir de ce moment, j'ai découvert qu'il avait menti sur son CV. À partir de ce moment-là, on a arrêté d'embaucher des gens issus de cette culture, qui m'apparaît une pratique complètement contre-productive, si on veut. C'est anecdotique, j'en conviens, mais je pense que c'est aussi illustratif de certains écueils quand on met trop l'accent sur la culture. Donc, il faut être capable, justement, de bien lire les différences culturelles
dans des entrevues d'embauche, mais même plus tard aussi, une fois la personne intégrée dans l'entreprise, sans, encore une fois, mettre trop l'accent sur ça. C'est vraiment, encore une fois, c'est un jeu d'équilibriste. Et quand je parlais de passer des connaissances aux compétences, on est un petit peu dans cette démarche-là, si vous voulez. La gestion de la diversité, c'est aussi pour favoriser un transfert de connaissances, hein, à travers les compétences évidemment techniques, le savoir-faire et les compétences personnelles. Et on se rend compte de plus en plus dans les différentes approches en management, puis j'imagine aussi en ressources humaines. Là, je suis moins ressources humaines plus gestion, si je peux dire ça comme ça, plus management. Mais il n'y en a pas moins que donc que ces compétences personnelles, ce savoir-être sont très, très importantes aussi. Donc, quand on voit qu'il peut y avoir des différences dans la manière de communiquer, dans la manière de percevoir les logiques hiérarchiques à l'œuvre dans une organisation, etc., il faut être capable, justement, dans notre pratique de la gestion de la diversité, de conjuguer avec ces différences-là, avec cette pluralité de perspectives d'une certaine façon, qui apporte énormément, et là on le verra bientôt, énormément de richesse, évidemment. Création de valeur aussi, hein? On génère en ayant une approche de gestion de la diversité, bien, on crée de la valeur, on génère de la cohésion, on envoie le message comme quoi l'organisation est ouverte aux différentes perspectives, différentes façons de faire, mais sans sacrifier pour autant, bien évidemment, à la question de l'efficacité, de l'efficience et aussi de la culture organisationnelle. Donc, quand je disais tout à l'heure d'entrée de jeu, il faut bien savoir qui nous sommes pour bien intervenir par la suite. Ça ne veut pas dire non plus de sacrifier totalement les balises de la culture organisationnelle, mais c'est plutôt de dire, bien, il y a certains éléments sur lesquels on ne peut pas renoncer. Il y a certains éléments, certains piliers de notre culture organisationnelle, mais pour le reste, c'est toujours négociable, accommodable, on peut jouer un peu, on peut faire preuve de flexibilité, parce qu'évidemment, trop de rigidité, c'est vraiment pas bénéfique, si on veut, pour avoir une bonne approche en gestion de la diversité. Mais en même temps, encore une fois, il ne s'agit pas de tomber non plus dans un relativisme puis de dire, bon, ben OK, tout le monde, vous faites comme vous voulez, etc. Encore une fois, on balise, mais en gardant une flexibilité importante. On parle beaucoup ces temps-ci, hein, j'allais dire c'est à la mode, mais je ne le dirais pas comme ça parce que c'est un peu péjoratif de parler de mode, mais on parle énormément de pratiques d'équité, de diversité et d'inclusion. Et donc, il faut le voir dans une approche stratégique. Hein? Et quand je vous disais d'entrée de jeu, bien, pourquoi on fait ça? Quels sont nos objectifs à moyen et à long terme? Certainement, à court terme, de pallier à une pénurie de main-d'œuvre. On a besoin d'embaucher. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on ne peut pas avoir des pratiques plus structurantes qui vont nous amener justement à aborder ces enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion? Donc, c'est vraiment dans cette logique-là, je pense qu'il faut le voir. Et puis, quand on se positionne, on se questionne sur la question de la culture organisationnelle, c'est de savoir s'il y a une synergie entre le style de gestion et cette fameuse culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, c'est-à-dire, c'est bien facile de dire, ah ben nous embrassons la diversité, là, j'exagère un peu en disant ça comme ça, mais nous sommes ouverts, etc., etc. Mais en même temps, il faut que les pratiques, les processus qui sont à l'arrière de ça, à l'arrière de ce discours, puissent le supporter, ce discours. Parce qu'on entend souvent, hein, justement, que ce soit dans ce domaine-là ou dans le domaine du développement durable aussi, c'est un peu la même chose. Au niveau environnemental, par exemple, tout le monde maintenant s'affiche, hein, ouvert à la diversité, ouvert à ci, ouvert à ça. Mais maintenant, il faut vraiment, pour avoir cette fameuse approche stratégique et structurante, il faut vraiment qu'il y ait cette synergie entre le style de gestion et la culture. Et de là, se poser la question dans cette organisation, dans notre organisation, est-ce qu'elle est présente, la diversité? Si oui, où? Est-ce que c'est seulement dans les emplois de premier niveau que j'appellerais? Est-ce que plus on monte dans les échelons supérieurs de l'organisation, on voit que la pyramide se rétrécit, le fameux plafond de verre, etc., etc. Je pense que tout le monde est familier avec ces notions. Est-ce qu'elle est prise en considération? Donc, comment? Est-ce qu'on a une politique de gestion de la diversité? Si on en a une, est-ce qu'elle est adéquate? Si on n'en a pas, est-ce qu'on devrait en avoir une, etc.? Tous des questionnements, en fait, qu'il faut se poser en amont pour vraiment pouvoir, encore une fois, avoir de bonnes pratiques qui sont structurantes à moyen et long terme. Donc, vous voyez ici, grosso modo, dans cette approche de la diversité, les trois dimensions, là,
que j'appellerais le modèle AIR, c'est-à-dire attraction, intégration, rétention. Bien, une définition du profil recherché, l'affichage, où est-ce qu'on le fait, ouvrir un peu à des réseaux, parce qu'on sait très bien que des personnes issues de l'immigration, parfois, ne sont pas dans les mêmes réseaux non plus. Est-ce qu'on ne doit pas s'appuyer, par exemple, sur l'écosystème que j'appellerais l'écosystème d'intégration, c'est-à-dire tous les OBNL, les organismes qui travaillent justement à l'intégration des personnes issues de l'immigration. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration que j'appellerais. C'est un travail de collaboration entre les employeurs, les instances plus gouvernementales. Malheureusement, je n'aurai pas l'occasion aujourd'hui de parler là, des difficultés bureaucratiques, administratives, etc., auxquelles vous êtes souvent confrontés, mais j'en suis très conscient par ailleurs. Donc, ces instances plus gouvernementales et puis évidemment, encore une fois, les OBNL ou aussi des organismes comme des chambres de commerce. Donc, je ne passerai pas trop ça en détail puisque le temps file. Alors, l'idée, je parlais d'équité tout à l'heure, tout le monde connaît, je pense, cette fameuse image. Hein? Bien, l'idée, c'est vraiment, oui, l'équité, mais c'est aussi d'en arriver à ce que tout le monde puisse y trouver son compte, finalement. Et d'où l'importance, encore une fois, de mettre sur pied des pratiques qui puissent favoriser ça et envoyer le message. Parce qu'inévitablement, dans une logique de diversité, de virage interculturel, on est aussi dans le domaine des perceptions, à quelque part. Et si des travailleurs et des travailleuses issus de l'immigration ont une perception positive de l'organisation, vont avoir évidemment beaucoup plus confiance, qu'ils vont être reconnus pour leurs compétences et non pas pour leur identité culturelle. Mais pour reconnaître ces compétences, il faut encore être capable de lire les différences culturelles. J'insiste là-dessus. Donc, et c'est là que justement, on va briser d'une certaine façon les barrières et puis ben, les gens vont se sentir qu'ils participent à quelque chose, en fait, hein, et donc ça va générer de la collaboration, de la cohésion, etc., etc. Alors, évidemment, bon, ça aussi, ça mériterait une formation, une journée complète ou à peu près. Tout le monde a entendu parler des biais inconscients, des malentendus. Hein? Bon, ben, ce sont nos perceptions. Hein? Je parlais tout à l'heure de la personne qui me dit, ben moi, j'ai une personne d'une culture X là, qui avait menti dans son CV, puis à partir de ce moment-là, on a décidé de ne plus engager de gens de cette culture. Bien, évidemment, c'est une perception, c'est clairement un problème de fond parce qu'on vient probablement de se priver de gens très compétents issus de cette culture-là, finalement, pour une personne qui a menti. Donc, et souvent, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui y échappe, moi le premier, quand on voit des comportements négatifs de personnes issues d'une culture X, peu importe, et que ce n'est pas la nôtre, en fait, hein, on peut avoir tendance à, encore une fois, à catégoriser. À l'inverse, des comportements positifs, on va moins avoir tendance à les catégoriser au sein de la culture. On n'a qu'à se rappeler, par exemple, je ne sais pas, un athlète olympique qui triche, bon, Ben Johnson, ceux et celles qui se souviendront de 1988, qui avait remporté les. C'est un exemple que j'aime bien reprendre parce que ça me semble tellement frappant, même si ça remonte à très, très longtemps. Un athlète donc, qui remporte le 100 mètres aux Jeux de Séoul en 88, un grand Canadien pendant une dizaine d'heures jusqu'à temps qu'on découvre, ou peut-être même moins, qu'on découvre qu'il avait pris des produits dopants et là, il était devenu un Canadien d'origine jamaïcaine parce qu'évidemment, collectivement, on ne veut pas s'associer à des pratiques négatives. Alors, voyez-vous, quand ça fait notre affaire, mais ça, c'est encore une fois, il y a très, très peu de personnes qui échappent à ça parce que c'est un peu des réflexes d'autodéfense d'une certaine manière. Alors, j'aurais plein d'autres illustrations à donner. Là, évidemment, il y en a une pléiade. Les petites affirmations, peut-être rapidement là-dessus. Des fois, on fait des petites blagues. Actuellement, on a beaucoup, beaucoup de polémiques, notamment dans le monde universitaire, j'en sais quelque chose, avec l'utilisation du mot en haine. Hein? C'est parce que des fois aussi, c'est ça, des petites affirmations d'utilisation de certaines notions qui peuvent porter à confusion, des blagues, par exemple, qui sont un petit peu, qui sont ancrées dans une certaine tradition, si je peux dire ça comme ça, ou encore une fois, des expressions qu'on utilise qui nous apparaissent totalement neutres, mais qui finalement peuvent avoir un effet négatif important sur des gens issus de ces cultures qui peuvent justement entendre ces petites blagues, ces petits commentaires. Donc, je pense qu'il faut être sensible aussi à ce genre de choses-là. Moi, je crois beaucoup que oui, les grandes, j'en ai parlé d'ailleurs, hein, mettre sur pied une politique, avoir une vision stratégique, etc. Mais au final, ça revient à quoi?
la gestion de la diversité, ça revient au quotidien, aux interactions au quotidien, puis comment dans notre organisation, on est capable de créer justement une ambiance de collaboration et de compréhension mutuelle aussi. De compréhension mutuelle entre les différentes cultures, etc., que ce soit au niveau des niveaux de langage, que ce soit au niveau de, justement, de façon de faire, etc., qui sont un peu différents. Alors, les dimensions, bien, écoutez, ici, peut-être un peu rapidement quand même sur quelques diapos. Tout le monde connaît, je pense, cette fameuse image. Ce n'est pas très original de ma part, mais quand même, je pense que ça illustre bien cette question du iceberg où ce n'est pas tant la pointe du iceberg qu'on veut, qui est facile. La pointe du iceberg, pardon, elle est facile à identifier. C'est les comportements, les aspects phénotypiques, donc des différences au niveau corporel, etc., couleur de peau et tout. C'est facile à voir la diversité, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce sont justement des actions, ce sont des valeurs, ce sont des normes qui sont posées par les différentes cultures et qui interagissent les unes avec les autres et qui parfois, malheureusement, rentrent un peu en conflit aussi. Alors, encore une fois, cette fameuse idée de la connaissance des cultures aux compétences interculturelles. Les avantages, je l'ai mentionné tout à l'heure. Bon, évidemment, tout ça, je ne l'ai pas inventé, c'est pris d'une revue de la littérature, ce que l'on voit, etc. Ce n'est pas toujours évident. Pas toujours évident de montrer là, par A plus B avec des données probantes les avantages, mais grosso modo, ce que la littérature nous dit sur ces fameux avantages, c'est un accroissement de la créativité. C'est une prise en compte de la participation de chacun, un peu ce que je précisais tout à l'heure. Non pas la personne parce qu'elle vient de telle culture qu'elle est bonne, mais la personne, elle est bonne parce qu'on était capable de lire aussi à travers, d'une certaine façon, les dimensions culturelles. Et il ne faut pas oublier aussi que la culture, on est tous porteurs de culture, mais on a tous une façon particulière et individuelle de la vivre, cette culture. Combien de fois j'ai entendu dire aussi, telle personne, elle demande un accommodement raisonnable pour des questions religieuses, alors qu'un collègue de travail qui a la même religion ou qui vient du même pays n'a jamais demandé. C'est parce qu'on a tous une façon particulière de vivre notre diversité, qu'elle soit religieuse ou autre. Et donc, c'est pour ça que des fois, c'est très complexe à lire. C'est très complexe à lire. Mais si on ne fait pas ces efforts, on va tomber dans le « à Rome, on fait comme les Romains », pour employer l'expression consacrée. Puis ça, je pense que ce n'est pas la bonne voie pour bien emprunter ce fameux virage interculturel et répondre à des besoins organisationnels aussi de notre organisation. Donc, vous les avez, meilleure définition des problèmes, plus de solutions, parce qu'on facilite la contribution, la participation de tout le monde. Hein? Et non pas de dire, là, OK, regarde, toi, tu faisais ça dans ton pays, mais nous, ici, on ne fait pas ça, comme je disais tout à l'heure. À Rome, on fait comme les Romains, donc tu suis et tu marches, ou sinon, tu vas voir ailleurs. Si on aborde la diversité de cette façon-là, je pense qu'on est très mal parti. Il y a aussi des défis, je l'ai mentionné tout à l'heure. Des fois, il y a des comportements sociaux, des attitudes, des gestuels qui peuvent nous heurter ou minimalement nous intriguer d'une certaine façon. Des fois, on va être un peu moins patient avec des gens qui viennent d'apprendre, par exemple, le français, qui vont utiliser des expressions qui ont aussi appris peut-être d'un autre type de français, etc. Il faut faire attention également. Je pense que, de manière générale, on est capable de créer un environnement où la communication soit relativement fluide, sans nécessairement renvoyer toujours aux individus que tu as un accent ou je ne comprends pas tes mots, etc. etc. Donc, je pense que là, c'est juste vraiment dans ces fameuses interactions quotidiennes que ça se déroule. Alors, vous les avez. Des mauvaises interprétations d'actions spécifiques aussi. Hein? Parfois, des fois, il faut toujours se poser la question. Moi, je pense que la première posture au niveau individuel pour un bon employeur, un bon gestionnaire, c'est aussi de se poser la question. Y a-t-il un élément culturel dans cet enjeu-là, dans ce défi-là, dans cette problématique, dans ce conflit, appelez-le comme vous voulez. Et à partir du moment où on se pose la question, déjà, c'est se mettre en mode réflexion pour pouvoir poser les gestes adéquats. Et peut-être que non. Il n'est pas impossible qu'un employé d'une culture Y ne soit pas un bon employé, une bonne employée, pas parce qu'elle vient de cette culture, mais tout simplement parce que ce n'est pas une personne, la personne adéquate, si on peut dire ça comme ça, pour occuper cette fonction. Mais au moins, faire l'exercice de se dire, y a-t-il une logique interculturelle que je n'ai pas comprise? Et déjà d'aller voir, d'amener l'autre personne à s'ouvrir, à dialoguer, c'est déjà faire un pas, à mon avis, qui est extrêmement important. Par la suite, on peut poser des actions, des gestes qui soient en accord justement avec cette compréhension.
Alors, ici, je vous le mets comme ça. Si vous pouvez prendre en note, je pense que c'est un modèle qui est quand même intéressant. J'ai mis en jaune, c'est moi qui l'ai mis comme ça, en jaune, communiquer. Je pense on n'est pas uniquement dans la communication, mais gérer dans un contexte de diversité, c'est apprendre à communiquer différemment. Déjà que le métier de gestionnaire, le métier de, bon, quand on est, je ne sais pas, ça peut être chef d'équipe, bon, etc., peu importe, c'est vraiment de communiquer et de prendre des décisions. Mais quand on est dans un contexte interculturel, bien, la communication apprend aussi une tonalité, j'aurais tendance à dire, hein, qui est aussi particulière. Donc, et là, ben, encore une fois, là, je dois passer relativement rapidement, mais je voulais quand même vous montrer qu'il y a des études importantes. Bon, les travaux de Hall sont très intéressants sur la question justement du contexte fort, l'importance des relations sociales. Des fois, ça va prendre un peu plus de temps. Des fois, on est un peu trop pressé dans nos sociétés, disons, dites occidentales, ou enfin bref, en Amérique du Nord en particulier, où le temps, c'est de l'argent, etc. Et des fois, si on prend un peu plus de temps, on comprend un peu mieux. On pense que les gens ne sont pas en train de travailler, mais ils sont en relation, alors que ben, souvent, c'est ça en Amérique du Nord et en Europe aussi. Ben, souvent, le message va être beaucoup plus direct, plus explicite. Voici ce qu'il faut faire, etc. Donc, le contexte comme Hall nous l'a montré il y a déjà de nombreuses décennies. Déjà, le contexte est plus faible d'une certaine façon, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y en a un qui travaille mieux que l'autre. C'est très important ici de voir que, de manière générale, l'objectif est toujours le même pour tout le monde, c'est-à-dire bien travailler, atteindre des objectifs organisationnels, peu importe, vendre plus, peu importe les objectifs, c'est le chemin qu'on prend pour arriver, pour atteindre ces objectifs, qui souvent va varier. Il faut être capable de le comprendre. Un autre outil intéressant aussi, là, je ne fais pas de promotion pour rien, là, pour qui que ce soit, mais je veux juste vous présenter un peu. C'est un outil qui, puis Marika l'a mentionné dans ma courte biographie tout à l'heure. Enfin, il y a un outil qui existe pardon, qui s'appelle l'Intercultural Development Continuum ou Inventory. Ça, c'est l'outil où on peut évaluer le degré d'ouverture des individus, mais aussi des groupes à l'intérieur d'une organisation, avant même de commencer à dire, ben, nous, on va prendre le virage diversité, puis voici comment il faut faire. Encore une fois, je pense que c'est mieux de faire une réflexion en amont sur la culture organisationnelle, sur qui nous sommes, sur est-ce que nos équipes de travail sont prêtes à accueillir ou à prendre ce virage ou à accueillir la diversité. Bien, il faut être capable de le mesurer d'une certaine façon. Et il n'est pas impossible qu'on soit plus dans la défense. Je vous ai mis quelques petites définitions ici. Mais ce n'est pas parce que la majorité des gens dans notre organisation se situent plutôt vers ce qu'ils appellent l'ethnocentrisme qu'il ne faut rien faire. Et dire, ben non, on n'est pas prêt, bon, finalement, non, au contraire. Et il y a des stratégies pour chacune des étapes, si vous voulez. L'idée, bien évidemment, c'est que ces stratégies puissent nous amener à ce qu'on appelle ici l'ethno-ouverture, l'adaptation et éventuellement l'intégration pour vraiment créer, encore une fois, cette collaboration, cette cohésion. Alors, vous avez ici des stratégies, je ne pourrais pas passer à travers tout ça, mais des stratégies possibles en fonction des stades où se situent les individus, slash, je peux dire ça comme ça, les groupes dans notre organisation. Alors évidemment, quand on dit, bon, on va faire un potluck, les gens amènent de la nourriture de chacun de leur pays, etc., on partage, c'est super intéressant. Il faut le faire. Mais en même temps, si on est rendu plus loin comme organisation, on est plus dans l'acceptation, dans l'adaptation, de l'intégration surtout, bien, c'est peut-être pas suffisant si on veut aller plus loin. Parce que ça, c'est vraiment bien intégré par les différents membres de notre organisation. Alors là, je prends les dernières minutes qui me restent pour vous parler un petit peu des résultats. Je vous en ai glissé un mot en introduction. Des résultats d'une enquête qu'on a menée avec des collègues, des organismes aussi. On était une équipe de recherche d'une bonne douzaine de personnes. On a interviewé une centaine, comme je le disais, d'employeurs situés dans 5 régions du Québec. Je peux les nommer, là, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, l'Estrie, le centre du Québec, la Mauricie, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, on est allé voir, on a rencontré des employeurs. Quand je dis des employeurs,
Ça peut être des gens des ressources humaines, ça peut être les fondateurs de l'entreprise, etc. Parce que vous savez autant que moi, sinon plus, que, évidemment, quand on est dans une petite entreprise, bien souvent, le patron, la patronne fait plusieurs tâches. On est peut-être plus multitâche d'une certaine façon. Donc, des fois, c'est eux qui recrutent. Parfois d'autres, ils ont, encore une fois, un département de ressources humaines, etc. Donc, on a quand même rencontré des gens qui sont en autorité, pour le dire ainsi, et puis qui font de l'embauche. Et puis, les défis, hein? Donc, c'est très important parce qu'on est en région hors Montréal. Donc, déjà, il y a des défis qui sont particuliers à ça. Les coûts financiers en ressources humaines font partie des enjeux. Beaucoup d'incertitudes et de complexité, notamment au niveau bureaucratique. J'ai rapidement glissé un mot. Cette semaine, on voyait là, que par rapport à l'Ontario ou au Québec, ça peut prendre 2 fois plus de temps avant que la personne reçoive son permis de travail ou puisse s'installer au Québec, etc. Donc, déjà, on peut voir les écueils que ça peut générer et puis les frustrations, disons-le comme ça, de la part des employeurs pour justement pouvoir embaucher. De l'incertitude, notamment aussi au niveau des travailleurs temporaires. Donc, il y avait aussi plusieurs entreprises qui faisaient appel, bon an, mal an, à des travailleurs temporaires. La difficulté, là aussi, pour les travailleurs temporaires au niveau de la flexibilité de la main-d'œuvre. Des déplacements pour rencontrer des fournisseurs. Il y a aussi des gens, la simple question, je dis simple, mais ce n'est pas si simple finalement, la question des permis de conduire. Des travailleurs temporaires, est-ce qu'on peut les déplacer d'un site à l'autre? Bon, il y a eu de l'amélioration dans tout ça, mais quand même, il y a des restrictions et puis qui font en sorte que ça peut être un frein à l'embauche justement de travailleurs et de travailleuses issus d'immigration. Et donc, un manque de mobilité, si vous voulez. Des accommodements en temps de vacances, je parlais tout à l'heure de la question d'entrée de jeu, on peut se poser la question, est-ce qu'on a des horaires flexibles? On me racontait, par exemple, que moi, quelqu'un me disait, moi, j'ai des employés issus de l'Afrique subsaharienne. Aller au Sénégal, à partir de Montréal, ça prend un certain temps. Donc, quand on a 2 semaines de vacances, juste y aller et revenir, c'est à peu près ça que ça prend, c'est-à-dire de rester un petit peu là-bas, mais c'est quand même relativement là. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des accommodements? Mais c'est bien important, à mon avis, ces accommodements ne doivent pas se faire au détriment des autres. Donc, la question de l'équité, elle est très, très importante ici aussi. Je vais vous raconter, je vais prendre 2 minutes, là, je sais que le temps file, mais une anecdote. Une entreprise près de la capitale nationale, quelqu'un me disait, nous, on a fait venir des soudeurs. Et puis, on avait bien de l'étranger. On avait bien préparé les choses. Petit village, on voulait que les gens, les travailleurs, quand ils arrivent, il y a un endroit où rester, etc. On avait préparé un petit livret avec des activités à faire, où trouver un supermarché, etc. etc. Donc, un accueil qui est bien organisé. Ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas préparé les gens qui étaient déjà dans l'organisation, dans l'entreprise. On ne leur a pas dit, on leur a dit très vaguement. On n'a surtout pas dit ce qu'on faisait pour bien intégrer ces fameux soudeurs. Ce qui est arrivé, c'est que les employés en place, sans dire qu'ils ont développé de la jalousie, ça serait peut-être un peu exagéré de ma part, mais de la manière qu'on me l'a raconté, c'est vraiment qu'ils se sont dit, moi, quand je suis venu, on n'a pas fait ça pour moi. Et moi aussi, je viens d'une autre région du Québec, etc. On n'a pas préparé le terrain pour moi, alors que là, vous le faites pour eux. Je peux comprendre l'entreprise, elle pensait bien faire. C'est juste pour montrer un peu la complexité, puis de vraiment s'assurer qu'il y a une équité dans les mesures qu'on met en place pour que personne se sente laissé de côté, si je peux dire ça comme ça. La question du recrutement aussi, évidemment, il y a des programmes de reconnaissance d'acquis de compétences, la lecture de CV de gens qui ont été formés à l'étranger, qu'est-ce que ça vaut chez nous, qu'est-ce que la personne est capable de faire. Ce sont des enjeux importants. Maintenant, il y a des mécanismes qui permettent d'avoir une meilleure vue d'ensemble des expériences et des compétences des gens, mais c'est un défi quand même qui reste à surmonter pour de nombreux employeurs. D'autres défis ici, des processus de recrutement qui sont homogènes. Est-ce qu'on doit faire le même type d'entrevue? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir un peu nos façons de mener des entrevues? Quand on pose la simple question, on essaie de mesurer le degré d'autonomie d'un employé ou d'une employée. Est-ce que, selon les cultures, l'autonomie, elle est perçue de la même manière? Dans des logiques plus hiérarchiques, généralement, tu ne voudras pas sortir trop, justement, et prendre trop de risques parce que tu as appris à suivre les règles. Alors que dans une culture nord-américaine, c'est vraiment la question de l'autonomie, elle est très, très au cœur maintenant de l'évaluation qu'on peut faire d'un employé ou d'une employée. Donc,
ça ne veut pas dire que l'autre personne n'est pas capable d'autonomie, mais disons qu'il faut envoyer le message que c'est aussi valorisé. Donc, il faut être capable de comprendre. Ce sont des compétences qui s'acquièrent avec le temps, qui se transmettent aussi avec le temps, mais il ne faut pas le voir comme des impossibilités, mais plutôt comme des possibilités très intéressantes d'innover justement au niveau de nos pratiques. Alors, ici, vous avez du recrutement proactif, surtout pour des emplois très spécialisés, des prises en compte des reconnaissances des apprentissages dans le pays d'origine. J'en ai fait un petit peu mention tout à l'heure. Le mimétisme, moi, j'ai trouvé ça très intéressant quand on faisait notre tour, pas un tour du Québec, là, on a fait 5 régions plutôt limitrophes, mais souvent, des employeurs nous disaient, ah ben là, j'ai appris de tel employeur, ça peut être des compétiteurs, mais des fois, c'est juste une entreprise dans un autre secteur, puis elle faisait tel. Donc et c'est là que les chambres de commerce, notamment, ont un rôle intéressant à jouer dans ce partage, justement, de bonnes pratiques et de dire, ah, ben c'est vrai, on pourrait faire ça aussi, etc. Donc, ce mimétisme positif que j'indique dans ma présentation, ça, c'est très, très intéressant. Donc, il faut aussi ouvrir des canaux de communication avec nos écosystèmes, pour le dire comme ça. La question de la francisation, c'est important aussi. En même temps, moi, je lancerai un message sur la question de la flexibilité, parce que des fois, les gens ont appris un français ailleurs, peut-être plus international. On arrive dans un endroit où on utilise beaucoup de mots en anglais, des mots techniques en anglais. C'est juste de faire preuve d'un peu de patience, peut-être faire un peu de formation en entreprise quand on a le temps et les ressources pour le faire. Mais je sais que c'est un enjeu qui est très, très important. Le ministère de l'Immigration puis moi, j'avais participé d'ailleurs à toute une réflexion autour de la francisation et tout ça. C'est un dédale pour les personnes immigrantes, mais c'est aussi un dédale administratif et bureaucratique pour les employeurs. Donc, enfin bref, il y a des choses qui se mettent en place, mais je pense qu'il faut continuer d'améliorer à ce niveau-là, faire preuve d'innovation. L'approche, oui, peut-être sur ça, je prends 2 minutes encore. Ce que j'ai trouvé, mais de manière générale, c'est bien évident que les grandes entreprises ont plus de ressources, ont des gens qui sont plus dédiés au recrutement, qui ont été formés dans ça, etc. Donc, il y a un côté peut-être un peu moins, et c'est absolument pas péjoratif ce que je dis, mais un côté un peu moins artisanal quand on fait des choses. Mais en contrepartie, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les petites entreprises offrent d'excellentes possibilités pour les personnes issues de cultures où le collectif est très important, où l'aspect plus familial est très important, parce que dans les petites entreprises, généralement, c'est un petit peu l'esprit qu'on retrouve aussi. Alors, mais évidemment, il faut que cet esprit familial puisse être suffisamment ouvert pour accueillir de nouveaux membres. Mais une fois que c'est fait, généralement, il y a comme une espèce de synergie qui se crée, puis à la limite, même des relations qui vont au-delà juste du travail pour les week-ends, etc. Parce que c'est certain que dans certains milieux, dans certaines régions, les travailleurs issus de l'immigration peuvent se sentir beaucoup de solitude dans les heures hors travail. Alors donc, je pense que c'est important de voir qu'il y a des possibilités. Moi, j'aime toujours mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et il ne s'agit pas non plus de culpabiliser qui que ce soit, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer des choses. Alors, écoutez, là, rapidement, je l'ai dit de toute façon, la question de la concertation aussi au niveau des écosystèmes, je pense que ça demeure très, très, très important ici là, de pouvoir, de pas travailler en solo nécessairement, et puis de partager, si on a des bonnes pratiques, de les partager aussi, parce que c'est en fait la vitalité des régions, c'est la vitalité d'une ville, c'est la vitalité d'un secteur industriel, peu importe, qui est en jeu ici d'une certaine manière, la vitalité même, j'aurais tendance à dire, plus globalement, du Québec. Des pistes de solutions, vous les avez. Moi, je suis aussi, évidemment, ça prend des balises un peu coercitives. Ça prend des lois, ça prend des ci, ça prend des ça. Mais je pense que d'un point de vue de l'employeur, c'est toujours mieux d'avoir une espèce de participation volontaire, de dire, on va justement prendre ce virage interculturel pour toutes les raisons que j'ai nommées, et il y en a bien évidemment de multiples autres. Et parce que faire les choses de manière volontaire ou de manière imposée, personnellement, je préfère encore une fois voir le côté plus volontaire comme étant quelque chose de plus porteur à moyen et à long terme. Alors, encore une fois, pour résumer, la mise en place de pratiques de gestion de la diversité, ça implique un bon diagnostic. Ça implique c'est quoi nos objectifs, pourquoi on le fait, jusqu'où on veut aller avec ça.
puis une mise en application, bien évidemment. Et l'approche, ce qu'on appelle communément l'approche top-down, elle est intéressante, mais ce n'est pas suffisant. J'aurais tendance à dire que c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, puisqu'il faut aussi qu'on prenne acte, encore une fois, de notre organisation, nos équipes de travail, où est-ce qu'ils se situent par rapport à cette ouverture-là? Est-ce qu'on a un historique où on a eu des gens issus de différentes cultures qui sont venus, ça a très bien fonctionné, ou si ça a mal fonctionné, pourquoi ça a mal fonctionné, etc. Donc, toujours, encore une fois, ce mode de questionnement, toujours se questionner pour mieux agir par la suite. Et puis, évidemment, se mettre en mode changement. J'avais produit un petit graphique il y a de ça déjà plusieurs années, le temps passe vite. Des étapes possibles, justement, de résistance à l'accroissement de la diversité et leur dépassement. Alors, je suis conscient que le design est un peu vieillot, là, mais enfin, bref, le contenu, je pense qu'ici, c'est le contenu qui importe le plus. On se met en mode changement. Le virage, notre changement, c'est quoi? C'est le virage interculturel. Ça a nécessairement des impacts. Il ne faut pas les nier. Alors, est-ce qu'on préfère aller du côté des carrés où c'est écrit en rouge ou du côté vert? Bien évidemment, poser la question, c'est un peu y répondre. Et puis là, ça veut dire négociation. Négociation, c'est la communication. C'est expliquer les choses autant aux gens qui sont déjà en place qu'à ceux qu'on veut faire venir. Ensuite de ça, bien, on va générer une acceptation, une adaptation. On l'a vu dans le modèle tout à l'heure. Et puis, quand je parle de signification et d'intériorisation, c'est que les gens vont se dire, notre organisation, elle est ouverte. Notre organisation, c'est comme ça que l'on travaille. On a réussi de belles choses. On est capable d'aller de l'avant. On est capable de, peu importe les objectifs, peu importe ce que l'on fait comme organisation. Et c'est vraiment de cette façon-là. Et évidemment, il faut non seulement se mettre en mode changement, mais aussi être dans un mode apprentissage. Donc, apprendre constamment, revenir sur les bons coups, les moins bons coups qu'on a fait, etc., etc. Alors voilà, grosso modo, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Je m'excuse, ma fille vient de faire tomber quelque chose à côté de moi. Écoutez, je suis ouvert, évidemment, maintenant pour les questions, les commentaires. Ça me ferait plaisir si on pouvait avoir un petit peu de discussion autour de ces éléments-là. Merci beaucoup, Monsieur Arcan. C'était vraiment super intéressant. Les approches, les moyens qui étaient abordés étaient relativement très concrets, puis je suis certaine que ça va pouvoir aider nos participants à pouvoir surmonter ou du moins élaborer des solutions adaptées là, face à l'attraction, l'intégration et la rétention de la main-d'œuvre ethnoculturelle, là, les travailleurs immigrants. D'ailleurs, les commentaires puis les questions qui ont été récoltées me laissent sous-entendre que nos participants ont beaucoup apprécié l'activité. J'en profite justement pour informer l'ensemble des participants que vous allez recevoir un sondage de satisfaction pour justement évaluer là, votre niveau de satisfaction quant à l'activité webinaire qu'on vous a proposée aujourd'hui, mais aussi pour nous faire part de vos sujets auxquels vous aimeriez qu'on aborde en fait dans une prochaine activité, que ce soit en lien avec la gestion de la diversité, mais tout autre sujet relié à la gestion des ressources humaines. Donc, je vais y aller directement avec les questions parce qu'on en a reçu quand même quelques-unes, puis pour être sûr qu'on ait le temps de tous les aborder. Donc, première question, est-ce que vous avez des astuces ou même des outils de référence pour aider en tant qu'employeur à lire les différences culturelles ou les dimensions interculturelles de ces... Oui, bonne question. Il s'agit, par exemple, j'ai présenté très rapidement, de manière très succincte, on s'entend, le modèle, le Cultural Map de Erin Meyer. Il y a aussi, c'est un modèle qui, pas celui-ci, mais le prochain dont je vais parler, c'est-à-dire celui d'Ofsted, les 6 dimensions d'Ofsted. Et puis, Benoît connaît très bien tout ça. Là. Benoît, c'est un expert de ces questions-là. Moi, je pense que ces modèles sont d'une utilité importante malgré les critiques qu'ils peuvent recevoir, notamment celui de Hofstede où on dit il y a les logiques hiérarchiques, il y a l'individualisme, collectivisme, etc. Ce sont des grilles, d'une certaine façon. Elles sont utiles dans la mesure où on est capable de faire preuve de flexibilité quand on les applique. Et encore une fois, le défi dans tout ça, je pense, c'est d'être capable de voir les cultures comme un tout qui oriente des actions, des socialisations, des individus, mais sans que ça soit figé dans le temps. Je vais donner un exemple qui me passe par la tête actuellement, puis j'espère que ça va être assez... dans les années, disons dans les années 40-50, je vais prendre mes parents,
à l'époque, quand ils étaient petits, regarder ses parents, mon père, par exemple, regarder son père dans les yeux quand son père était en train de le réprimander, c'était quelque chose c'était un défi, on défiait l'autorité. Tu ne me regardes pas dans les yeux pendant que je te parle, fâché, disons. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, moi, j'ai des jeunes enfants, de 10 et 12 ans. Mes enfants, s'ils ne me regardent pas dans les yeux quand je suis fâché après eux, c'est là que je trouve que c'est un manque de respect. Donc, juste pour dire, ce sont des éléments culturels, ça. Alors, je comprends qu'on n'est pas en milieu de travail, mais en même temps, l'employé qui arrive dans un milieu de travail, il ne laisse pas tout son bagage culturel, sa socialisation, toutes ses expériences passées à la porte dans un petit sac qu'il reprend à la fin de son shift, à la fin de la journée. Il l'amène avec lui aussi, ça. Donc, ces outils, Hofstede, peut-être qu'on pourra l'écrire éventuellement. Gert Hofstede, un modèle, c'est intéressant aussi parce que si vous allez sur son site, vous allez voir, vous pouvez même faire des tests. Vous mettez, par exemple, Canada, Japon, Tunisie, etc. Vous allez voir les variations en termes, par exemple, d'individualisme, collectivisme, etc., etc. À partir de là, on fait quoi? Bien là, c'est là que le travail commence, en fait. Et là, on a essayé de tracer un portrait, mais là, il faut développer, encore une fois, ces fameuses compétences en lien avec les connaissances. Donc, c'est ces modèles qui sont intéressants, mais il faut se méfier, à mon avis, c'est un petit peu le message que j'ai lancé d'entrée de jeu, aux bonnes recettes toutes faites. Voici ce qu'il faut faire par A plus B. Pourquoi je dis ça? En tout cas, minimalement, il faut reprendre ces recettes et les appliquer, les contextualiser à notre organisation. Parce qu'une organisation, c'est un ensemble culturel des gens partout. C'est certain qu'il y a des similarités entre une organisation située à Trois-Rivières puis l'autre qui est juste en face, etc. Bon, il peut y avoir plein de similarités, mais une organisation, c'est des façons de faire, c'est une manière de concevoir les choses, etc., qui est aussi ancrée dans un milieu culturel plus large, le Québec, par exemple, dans une région, la région de la Mauricie, etc., etc. Donc, c'est un peu un ensemble de poupées russes, finalement. Il faut essayer de comprendre. Ça prend un peu de temps pour faire ça. Je pense que tout le monde est capable de le faire, mais il ne s'agit pas juste d'aller en voyage et de dire, ben moi, je suis allé en voyage, je connais bien, etc. À mon avis, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui fait de bons gestionnaires et de bonnes gestionnaires interculturels. Intéressant. Prochaine question, c'est un employeur en fait qui aimerait attirer plus de femmes ou de personnes issues de minorités visibles dans son organisation. La question étant, est-ce que c'est possible de faire un affichage de poste en ciblant plus précisément les femmes ou les minorités visibles? Est-ce que ça va devenir un peu de la discrimination? Ou... Ben, c'est un peu ce qu'on appelle communément la discrimination positive. Est-ce que, puis là, je vous avoue très franchement, il y a peut-être il faut faire attention là, à ce que je dis parce qu'il y a peut-être au niveau des lois du travail avec lesquelles je suis moins familier. Mais moi, je ne le ferais pas comme ça personnellement. Moi, je ne le ferais pas comme ça. On peut toujours annoncer comme ça, on voit des fois, bon, à compétence égale, etc., etc. Les gens, bon, ça, c'est à compétence égale, l'entreprise se réserve le droit de privilégier un membre, une membre des minorités, bon, des groupes cibles, par exemple, etc. Mais en même temps, moi, je ne le ferais pas comme ça. Parce que je pense que, comme je le disais un peu tout à l'heure, on ne répare pas nécessairement des injustices passées en générant d'autres. Maintenant, il faut être capable, encore une fois, de bien comprendre qu'une entrevue d'embauche, c'est avec une personne. On peut bien avoir tout notre canevas, nos questions, etc. Je pense qu'il faut être capable de lire au-delà de ça aussi dans la façon de répondre, etc. Puis on peut se garder en tête. On peut se garder en tête qu'il faut améliorer, par exemple, la présence des groupes cibles, que ce soit les femmes, les minorités visibles, etc. On dit moins ça maintenant, si je ne me trompe pas. On parle plus de minorités racisées, là, mais enfin bref, on ne tombera pas dans les débats sémantiques ici. Là. Mais je ne l'afficherai pas. Pour répondre très, très à notre spectateur anonyme, là, parce que c'est comme si c'était affiché. Là. Je ne le dirais pas d'entrée de jeu comme ça, mais on peut garder ça en tête quand même. C'est bien. Parfait. Mais nous, on peut même, nous, quand on fait du recrutement à HEC, je ne dis pas qu'on le fait, mais dans mon département, je dis si on pense qu'on devrait améliorer la présence de femmes chercheurs dans certains domaines, on va inviter, si on a 5 candidats, puis il y a 2 femmes, puis 3 hommes, on va se laisser le choix et de dire, bien, on va voir vraiment la personne la plus compétente, celle qu'on veut, mais en même temps, on sait très bien que s'il y a une compétence égale, ben, on va peut-être favoriser une femme. Je dis ça, je n'ai pas d'exemple concret en tête. Là. De toute façon, je ne nommerai pas personne non plus, mais c'est le genre d'approche qu'on peut avoir. OK.
Intéressant. Autre question, le rôle que jouent les organismes d'employabilité. Est-ce qu'il y a possibilité de voir avec eux s'ils peuvent en faire plus pour la promotion justement de la diversité ethnoculturelle et de genre, puisqu'il y a aussi des femmes à travers la main-d'œuvre C'est immigrante? certain qu'ils jouent. Est-ce qu'ils peuvent en faire plus? Probablement. J'aurais tendance à dire, puis je pense que c'est Mourad là, qui pose la question, parce que c'est la même question qui est plus bas. J'aurais tendance à répondre, Mourad, que c'est tout le monde peut en faire plus. Je pense que je l'ai mentionné déjà, je pense que c'est une responsabilité collective. Les organismes peuvent en faire plus. Je sais qu'il y a plusieurs organismes qui font plein de choses super intéressantes, tout comme il y a plein d'employeurs qui font aussi des choses intéressantes. Mais encore une fois, peut-être là où il y aurait de l'amélioration à faire, c'est peut-être pas tant à ce que chacun fait, mais un peu comme je le disais tout à l'heure, cette synergie entre ce que l'on peut faire ensemble pour bien arrimer les besoins des uns et des autres. Et là, parce que ces organismes jouent un rôle, à mon avis, de passerelle d'une certaine façon, surtout en région où elles vont avoir peut-être à prendre en considération davantage des facteurs autres que juste le travail, puis contribuer à ça, aider à ça, et de sensibiliser les employeurs aussi au fait que, effectivement, peut-être qu'il y a un employé qui va te téléphoner le dimanche matin pour te dire qu'il y a un problème avec son réseau d'Internet, puis il ne sait pas à qui parler. Puis que au début, minimalement, tu es la personne ressource. Mais encore une fois, il ne faut pas le voir comme un obstacle. Au contraire, on tisse des liens. C'est extrêmement enrichissant, même sur le plan humain. Mais là, bon, je ne veux pas être trop idéaliste là, ce midi. Ce n'est pas l'objet de la rencontre. Je vais y aller avec une dernière question avant de laisser la parole quelques minutes à Benoît pour conclure. Comment est-ce qu'on peut convaincre une entreprise, une PME principalement, qui possède, dans le fond, pas nécessairement de département de gestion des ressources humaines, ou du moins pas une personne attitrée officiellement à la gestion des ressources humaines, à prendre le virage interculturel pour l'embauche de je pense que la première, hein, quand on est une entreprise puis qu'on vise des profits puis une rentabilité, ben, la première chose, c'est il y a une rareté de main-d'œuvre. Et c'est pour ça, peut-être, là, je n'ai pas eu le temps trop de m'attarder sur cette question. On parle beaucoup de pénurie, mais il faudrait peut-être parler de rareté hein, dans certaines régions minimalement. Et parce qu'il y a beaucoup de gens à Montréal, par exemple, parce que là, moi, je suis basé à Montréal, mais il y a beaucoup de gens à Montréal qui pourraient être intéressés à aller travailler en région et qui ont les compétences pour le faire. Donc, déjà de convaincre, comment on peut convaincre, c'est vous en avez besoin, ben, faites, le côté utilitariste, mais pragmatique, en fait, je devrais dire, de la chose, c'est la première, je pense que c'est le premier élément du discours qu'on devrait tenir. Le deuxième, c'est celui, un peu les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, les questions, et moi, j'en suis convaincu, non seulement parce que j'ai lu des études très sérieuses faites là-dessus, mais aussi de manière plus large, je suis convaincu que des équipes de travail diversifiées, ça peut être aussi hommes-femmes, hein, on n'a pas beaucoup parlé, il y a eu quand même quelques commentaires à ce titre-là. Là. Des équipes diversifiées, c'est tellement plus riche. Des équipes homogènes, ce que ça fait, c'est qu'on s'entend bien, on peut faire des blagues, on est tous sur la même longueur d'onde, mais on a des œillères. On a des œillères, elles sont invisibles, mais sont là. Donc, ils ne nous permettent pas de voir la réalité, les possibilités, les défis, les solutions à des problèmes auxquels on fait face. Quand on met de la diversité dans ça, on accueille cette diversité dans le sens d'accueillir, dans le sens de s'ouvrir et de prendre en considération des perspectives différentes, des perspectives plurielles. Et nécessairement, on va ouvrir ces fameuses œillères et puis donc, on va voir une réalité beaucoup plus complexe puis des possibilités aussi accrues, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'irais sur les deux tableaux là, en premier lieu, c'est-à-dire des besoins que vous avez. Ça peut être même une question de survie de l'entreprise, d'une certaine manière, dans certains cas. Et de l'autre côté, la question de ce que ça peut générer. Il y a la troisième logique que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui peut-être peut résonner moins à court terme sur celle de la question de la responsabilité sociale, la question de la justice d'une certaine façon sociale, c'est-à-dire de la responsabilité que l'on a tous d'accueillir ces gens-là qui viennent, qui sont ici des fois de la deuxième génération, mais qui, bon, parce qu'ils ont un nom un peu différent de la majorité, ah, ça fait combien de temps que tu es arrivé, etc., d'avoir cette sensibilité-là. Mais c'est pour ça que ces trois logiques, je pense qu'elles doivent continuellement être mises de l'avant, et non pas juste une. Merci.
Donc, je t'aimerais vous remercier encore une fois pour vraiment tous ces conseils-là, les approches qu'on a abordées, les étapes clés en matière justement là, d'attraction, rétention des travailleurs immigrants. Sur ça, je vais laisser tout de suite, avant de conclure, la parole à mon collègue Benoît Malric, qui est responsable du programme Un emploi en sol québécois. Donc, Benoît, la parole est à toi. Merci beaucoup, Marika. Merci, Sébastien, pour la présentation fort enrichissante. Puis aussi, merci pour les bons mots. À certains moments, là, j'ai apprécié grandement. Puis, je pense que tu as fait un bon pont avec ce que je voulais amener. C'est-à-dire que si les employeurs qui participent au webinaire actuellement, vous avez des enjeux de rentrée de main-d'œuvre dans une des régions qui participent au programme Un emploi en sol québécois, la FCCQ, nous, on a créé le programme Un emploi en sol québécois en 2017 et on a fait vraiment une preuve de concept. Notre objectif, c'est de faciliter votre accès au bassin de candidats qui proviennent de l'immigration récente. Parce que c'est beau vouloir intégrer des personnes immigrantes, mais encore, il faut trouver des personnes avec les bonnes compétences. Et c'est ce qu'on fait. Actuellement, 20 du marché du travail correspond à des personnes qui proviennent de l'immigration. Une grande majorité, près de 80 se situe à Montréal, alors que la majorité des emplois disponibles au Québec sont à l'extérieur de la région de Montréal. Et nous, on est vraiment le point de rencontre entre les employeurs et les personnes immigrantes. C'est complètement gratuit pour les employeurs et les personnes immigrantes. C'est subventionné par le gouvernement du Québec et on a une équipe d'experts qui est capable de faire une préqualification des candidatures qui proviennent de l'immigration et qui sont disponibles au Québec présentement et qui sont autorisées de travailler pour simplifier la relation de recrutement. Et on a des activités en ligne pour rencontrer les employeurs et les personnes immigrantes pour évaluer s'il y a un intérêt à poursuivre la relation de recrutement. Donc, moi, ce que je vous inviterais, c'est à vous inscrire au www.emploisolquebecois.ca. Affichez vos postes pour démontrer votre intérêt à embaucher des personnes immigrantes. Et nous, on va voir dans notre base de données si on a déjà des gens qui correspondent à vos besoins. Et si on n'en a pas dans notre base de données, mais on travaille avec les organismes d'employabilité et de régionalisation de l'immigration, emploi en région notamment, pour aller trouver ces candidats-là et les convaincre d'appliquer pour vos entreprises. Donc, merci beaucoup Marika pour le webinaire et Sébastien là, pour le contenu et en espérant que les gens qui participent au webinaire pourront bénéficier du programme Un emploi en sol québécois. Et je terminerai aussi en mentionnant la mesure PRIM, P-R-I-I-M, qui est une mesure de financement, subvention salariale, mais financement aussi de la formation et financement de la gestion de la diversité au sein de votre entreprise. Je vous invite à aller voir votre conseiller aux entreprises de Service Québec pour en apprendre davantage sur le programme PRIM parce que c'est une belle façon d'embaucher des personnes immigrantes puis de réduire l'impact financier de ces embauches-là. Donc, Marika, je te cède la parole. Merci beaucoup, Benoît. C'était une belle conclusion pour finaliser cette activité webinaire-là. Encore une fois, j'aimerais remercier notre conférencier invité, Sébastien Arcan, ainsi que Benoît pour la collaboration du programme Un emploi en sol québécois à cette activité qu'on vous a proposée aujourd'hui. On a d'autres activités à venir prochainement. Une prochaine le mercredi 28 avril qui portera plus sur le développement organisationnel, comment développer des pratiques innovantes. On vous invite à suivre les pages de Pratique RH pour être au courant de l'ensemble des activités à venir et pour pouvoir également avoir accès au rediffusionnement de cette activité webinaire-là. Et sur ce, on vous partagera par courriel là, tous les liens en lien avec les mentions là, du programme Un emploi en sol québécois, Pratique RH et la rediffusion du webinaire par courriel très, très prochainement. Donc voilà, merci beaucoup encore et je vous souhaite à tous une